rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et ben nous voilà de retour après une semaine de vacances qu'on a pris pour problèmes techniques. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 pour l'émission Place au possible. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Candice, que je présenterai un peu plus tout à l'heure, et Jérôme, la thématique éducation aux médias. Donc voilà, on va pouvoir Bonjour. tous échanger sur le sujet. Donc Candice, je la connais depuis quelques années. Elle est étudiante en double licence Histoire, Sciences Po, Droit. Donc on arrête de dire que les jeunes sont des feignasses. Très impliquée dans beaucoup d'associations et une militante intelligente. Elle est née dans cette génération importante et justement qui est touchée par la thématique d'aujourd'hui. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse parler un peu d'elle sur justement cette thématique numérique de scène. Vas-y. Bonjour à tous. Comme l'a dit Angélique, je suis étudiante en double licence Histoire, Sciences politiques et Droit. Ce qui fait que je suis particulièrement touchée par l'actualité et que c'est un domaine que j'étudie particulièrement, mais aussi que j'apprivoise dans des associations et notamment une fédération, la fédération étudiante de l'USMB. Et à côté de ça, justement avec Angélique, j'ai pu monter certains projets, notamment pour la détresse étudiante l'année dernière à cause du Covid, qui ont notamment beaucoup touché les jeunes. Et je me suis investie aussi dans certaines campagnes électorales, ce qui fait que les réseaux sociaux, les médias sont des sujets que j'apprivoise particulièrement et que je vis au quotidien. Donc c'est pour ça que je pense que c'était intéressant que je puisse apporter ma pierre à l'édifice aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'une militante intelligente alors ? Ouais, moi j'aimerais bien savoir. Alors une militante, je mets militante, pas entre guillemets, intelligente entre guillemets, c'est toujours assez subjectif. Une militante, c'est-à-dire qu'elle est impliquée au niveau sociétal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui l'intéressent, mais quand elle s'intéresse, Candice, elle s'intéresse à fond. Elle a un côté un petit peu hyperactif et c'est ça qui fait que je l'adore parce qu'on se rejoint vraiment là-dessus. On a fait des campagnes ensemble, elle a fait la mienne d'ailleurs et c'était des moments toujours hyper intéressants. Nous on avait plein d'idées tout le temps, ça n'a pas toujours été suivi. Tant pis. Mais en tout cas c'était très intéressant. Alors génération numérique, effectivement, Candice, toi tu te fais donc intelligente dans le sens où c'est pas extrémiste. Voilà. Efficace, pragmatique. Voilà. Réfléchi, étayé, ouvert, tolérant, bienveillant. Voilà, je pourrais donner encore plein d'adjectifs. C'est gentil. Tout ce sert à quoi tout ce à quoi sert d'ailleurs plutôt l'éducation média. Exactement. Mais voilà, elle l'a fait de façon innée. Et là, aujourd'hui, elle va certainement pouvoir en apprendre encore plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, parce que nous, on est vieux, on n'a pas vécu avec tous ces outils numériques. Oui. Surtout toi, parce que t'as encore un 3310. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, les réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus à l'aise, la jeunesse, voilà comment tu appréhendes les réseaux sociaux virtuels. Un petit peu tout ça, la notion de l'information, comment tu vas la chercher à l'école, est-ce que tu as encore utilisé un dictionnaire, enfin un peu tout ça quoi. Ok, alors d'abord je vais dire, je préfère préciser avant, je suis en service civique dans un collège et du coup je suis au contact de jeunes tous les jours et je m'occupe justement de l'éducation à la citoyenneté et ça passe notamment par l'éducation aux médias. Et du coup je dirais que moi, par ma propre expérience, j'ai commencé à avoir les réseaux sociaux très tôt. Je devais avoir 12 ans, j'étais en 5e. J'ai commencé par Instagram, Snapchat, Facebook, plus tard Twitter. Maintenant, je dirais avec TikTok un peu et WhatsApp, mais c'est plus pour avoir le lien avec mes parents. Donc, merci, on vient d'apprendre que WhatsApp, c'est un truc pour les vieux. Encore, ok. Non, mais voilà. Et après, je dirais que les informations, je vais les chercher relativement sur Internet parce que c'est la facilité, en vérité. Oui. Après, avec mes études de droit, on est un peu obligé d'être, je dirais, encadré par les livres parce que nos sources sont très importantes et relativement, je dirais, littéraires. Enfin, on nous pousse vraiment à aller chercher dans des livres. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai un peu plus le côté, je vais chercher à la bibliothèque, je vais chercher, voilà, mais ça reste essentiellement Internet avec des outils comme Légifrance particulièrement en droit, mais après, sinon, ça reste la recherche relativement vaste.
Donc voilà, mais c'est quand même très difficile, je trouve, de trouver la bonne info. Parce que c'est vraiment un travail d'un peu d'archéologue. On cherche vraiment l'info qui est sûre, dont la source est sûre. Et à l'heure actuelle, vu que sur Internet, il y a énormément de fake news, c'est super difficile de trouver des sources qui soient véridiques et des articles ou en tout cas des écrits qui sont vrais et qui peuvent appuyer vraiment une recherche poussée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est sur cette petite astuce, ces petits outils que Jérôme va pouvoir nous donner. Voilà, tout dit là. Pour aller, pour aller chercher justement ces infos. Je voulais revenir sur quelque chose qui est sur le dictionnaire. Et donc aujourd'hui, le dictionnaire, on sait bien que c'est Wikipédia. Triste, que Wikipédia, est triste. Alimenté par des gens comme Des vous et moi. Voilà. Et du coup, toutes les informations ne sont pas véridiques et vérifiées. Du coup, ça pose un petit peu problème. Bah oui, carrément. Est-ce que toi, c'est un outil dont tu te sers ? Oui. Ou tu as pu te servir ? Enfin, c'est un outil que j'ai appris à me desservir, si on peut dire. Parce que au collège, quand on nous demande de faire des exposés, c'est un peu la facilité. Quand on est jeune, on se dit, vas-y, c'est le premier site, voilà. Copier-coller. Voilà, exactement. Mais après, quand on grandit, déjà, je dirais les professeurs en général, ou même les adultes, vu qu'on a connaissance du fait que justement, c'est pas vraiment sûr, on nous pousse à aller justement vers d'autres choses. Donc je l'utilise pour des infos entre guillemets, je dirais banales, vraiment. Par exemple, je cherche une capitale ou quelque chose de relativement entre guillemets safe. Donc c'est pour ça que j'utilise, mais j'utilise beaucoup moins que pour. En fait, j'utilise quasiment pas, parce qu'on nous a vraiment poussé à utiliser plus des sites universitaires comme Cairn ou des trucs comme ça. Oui. Donc voilà. Alors j'ai appris d'ailleurs dernièrement que les enseignants avaient des modérateurs et des alertes pour identifier dans les copies des élèves si ça avait été du copier-coller sur Ils ont des logiciels. C'est génial, j'adore. Oui, c'est au moment j'ai vu ça au moment de corriger les copies. En fait, celui qui fait passer l'interro peut cocher un petit onglet sur les intranets classique de tous les profs, et en fait ça permet en fait d'activer alors je sais pas ce que c'est, un algorithme, un petit appli, je sais pas, et qui permet de retrouver, et j'ai vu que c'est très 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 efficace et c'est très très bien. Ouais. Et en plus il y a une problématique de plagiat, parce que quand tu fais ça, si c'est pour aller faire du copier-coller de textes qui ont été écrits, c'est vraiment compliqué, la notion du plagiat. Ouais, surtout qu'on voit pas ce qu'ils font devant leurs écrans. Oui. Donc c'est quand même assez utile. C'est surtout un peu dramatique. C'est la facilité, en fait. C'est un peu la contrepartie en fait d'utiliser le numérique pour rendre des copies, pour faire les cours, etc. Après, nous, on signe je sais que depuis le collège, on signe, que ce soit au lycée, au collège ou même à la fac, on a tous signé des chartes anti-plagiat. Ouais. Et tous nos devoirs qui sont rendus numériquement sont passés au logiciel anti-plagiat. Oui. Donc de toute façon, celui qui le fait, il est pas très vif, parce qu'il sait très bien que derrière il est mort, quoi. Et puis en plus, c'est pas genre tu tapes un 6 ou quoi, c'est tu tapes un 0 et t'es défaillant. Donc ton semestre, c'est ciao, quoi. Ouais. Mais alors pourquoi il y a encore des fautes d'orthographe Moi, sur mes copies, en fait, je suis noyé sous les fautes d'orthographe, parce que comme ils le font quand même, ils me rendent le document en PDF, j'en déduis qu'ils l'ont fait sur un ordinateur. J'en déduis qu'ils doivent avoir des correcteurs, ou qu'ils ont la possibilité quand même d'aller corriger les fautes d'orthographe, et pourtant c'est une catastrophe. Alors, je dirais que c'est un investissement en plus, parce que personnellement, moi je sais que je passe ma copie au correcteur orthographique sur internet. Mais au moins ça, voilà. Minimum, quoi. Et je relis. Mais vu que ça demande un temps en plus, parce que tu passes quand même, je pense, 20 minutes facile, je pense qu'il y en a, ils finissent, ils se disent allez, c'est bon, ciao, et j'envoie. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un investissement en plus. Je pense qu'il y en a, c'est la facilité de se dire j'ai fini. Voilà. Je me fais vieux, en fait. Après, bon, ça on le savait, mais après, faut savoir que Jérôme est un extrémiste de l'orthographe, et aujourd'hui, voilà, ça fait partie des choses qui vont devoir être un grammaire nazi, mais sans le claquement de doigts. C'est ça. Moi, je trouve que c'est normal, parce qu'à l'heure actuelle, justement, avec la facilité des réseaux et d'écrire le clavier et tout, on se rend pas compte, mais l'orthographe, moi, je vois au collège, c'est dur. Il y en a, ils sont en 3e, il y a des fautes que tu dis waouh. Oui. Et même la calligraphie, c'est une catastrophe. Moi, j'ai vu des secondes qui écrivent comme des CM1, en fait. Oui, là aussi, je pourrais raconter. Je pourrais raconter ce que je fais. Mais c'est pas le sujet. J'envoie des vertes et des pas mûres. Si. Non, j'ai quand même envie qu'on reste sur l'orthographe et qu'on passe au moins une petite demi-heure là-dessus. Non, non, on va pas faire ça. On va faire quoi? Je voudrais que Candice nous parle. Elle a parlé des différents réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as quitté certains réseaux sociaux, donc, et de nous donner ton avis? Est-ce que tu es sur Facebook? Oui. Donc c'est pas que les vieux. Petit silence. Ouais. Yes.
Après, j'y suis principalement, c'était Pour le lien avec mes parents alors et ma famille. ouais, un peu. Non, mais c'était aussi parce que, notamment pour les campagnes qu'on a fait, ou aussi tout ce qui était vis-à-vis des associations, c'est quand même un réseau qui est quand même très regardé au niveau de certaines générations, et justement, ça ouvre un panel justement d'utilisateurs encore plus nombreux, et du coup de toucher un maximum de gens. Donc c'était aussi pour ça, et la facilité aussi de poster des choses. Enfin, les publications sont hyper faciles à poster. Enfin, c'est accessible. Du coup, c'est plutôt pour ça. Mais c'est plus un aspect sociétal, plus pour mes actions menées et mon investissement, plus que pour mon personnel. Parce que mon personnel, c'est plus Instagram, Snapchat et voilà. Donc Insta, ça tu utilises. Mais c'est perso. Enfin, genre c'est mon compte perso. Je mets mes copines, mes voyages, des choses comme ça. Mais c'est plus perso. Alors moi, je suis toujours intéressée de comprendre en quoi Snapchat est un réseau social. J'ai vu que c'était quelque chose pour communiquer rapidement. Ce qui rassemble. Ouais, voilà. Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas d'infos. Non. Autant TikTok, oui, aujourd'hui, il y a des ventes de produits qui sont mis en promotion. Voilà. Mais maintenant, il y a Snapchat, des infos. Enfin, après, c'est des infos relativement. Enfin, infos entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des petites vidéos où on t'explique, soit, je sais pas, par exemple, des vidéos, des mini-vidéos, par exemple, de Brut, ou alors les infos sur les dernières téléréalités, ou des choses comme ça. Mais d'accord. C'est assez court. Enfin, c'est pas les infos, entre guillemets, hyper importantes, du style géopolitique. Enfin, voilà. C'est vraiment du chill, on va dire. Ok. Et au niveau de LinkedIn, toi, tu t'en sers? Est-ce que tu as l'intention de t'en servir un peu plus pour ton insertion professionnelle? Est-ce que tu penses que c'est utile? Alors, je me suis inscrite sur LinkedIn l'année dernière et j'ai commencé à y être et à vraiment alimenter, et en tout cas à regarder, parce que je sais pas, j'aime beaucoup regarder les CV, les expériences des gens et tout. Et en vrai, je trouve que c'est plutôt bien parce qu'on peut justement mettre en valeur plein de choses, et ça fait plus vraiment, on rentre dans la vie d'adulte. C'est ça. Et donc, moi, je l'utilise assez couramment, enfin souvent, et je pense que c'est important. Je vois toutes mes copines qui sont dans des écoles de commerce ou qui sont à la fac ou quoi, elles ont leur profil, elles alimentent, et ça devient vraiment, on voit qu'on rentre vraiment dans un truc de vraiment professionnel, investissement, de la recherche, et je trouve que c'est cool, et oui, j'y participe beaucoup. Tu vois, comme je suis pas rancunière, la semaine prochaine, je vais donner une semaine de cours à l'USMV, à l'IUT de Chambéry, sur comment créer son profil LinkedIn. Ouais, aux étudiants de MMI. Ok. Jérôme? Je suis pas passé à l'âge adulte, moi. C'est vrai. Je ne sais pas alimenter. Donc Jérôme, je vais le présenter un petit peu. C'est le cofondateur de Mango Media. À la base, quand même, à l'origine, c'est Le Petit Reporter, qui est un journal sur le web. Vous pouvez le retrouver en tapant sur le moteur de recherche Le Petit Reporter. Pas rapporteur, ni reporter. Voilà. Le Petit Reporter du 73. Voilà. Il y a d'autres petits reporters, mais pas dans les médias d'information générale. Petit Reporter du 73, oui, et s'en est suivi la création de l'association Mango Media, qui a pour mission de promouvoir l'éducation aux médias. Tu peux nous en dire un peu plus oui, alors au départ, sur ce cheval de bataille? Il nous fallait une structure pour financer, pour alimenter le Petit Reporter, parce qu'on s'est rendu compte que vivre d'un média, en fait, on a créé ce média, et vivre d'un média, ça marche plus, c'est l'ancien temps, et du coup, on a créé une structure avec donc Laura Campisano, n'est-ce pas, Jean-Pierre, et en fait, on avait une idée à travers le Petit Reporter. On s'est rendu compte que en même temps avait émergé, alors moi je situe ça à peu près à l'époque des Gilets jaunes, avait émergé en fait un courant de désinformation ou de malinformation, peu importe le terme, sur les réseaux sociaux, et à voir en fait ce que ça provoquait comme émotion, ce que ça provoquait comme virulence. Comme virulence, comme tempête sur les réseaux sociaux. On s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Nous, comme on est sur le Petit Reporter, on est vraiment attachés à faire un travail très très précis, très rigoureux. Ça nous prend énormément de temps. C'est bénévole, je le rappelle, puisque le journal est gratuit. Mais un travail de vérification. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on donne aussi aux gens, peu importe l'âge, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux, c'est-à-dire nous, j'ai bien compris, il faut qu'on donne les armes, quelques armes, ou nos armes,
parce que c'est les nôtres, après chacun a les siennes, pour appréhender ce monde des médias. Parce que la différence avec il y a 20 ans ou 30 ans, c'est que les médias, on les choisissait. On avait notre journal, je sais pas, on lit Le Monde, Libération, Le Point. On avait les informations, le JT de 20h. Aujourd'hui, l'information, on va plus la chercher, on la subit. C'est un feu nourri, en fait. On en a partout. Et du coup, comment on fait pour prendre de la hauteur ? On peut pas, tout simplement parce qu'il y en a trop. Et la première chose qu'on fait, on a tendance à réagir un peu à l'instinct, donc à réagir sous le coup de l'émotion. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on fait des conneries, qu'on partage des fausses informations, des informations approximatives, etc. Et donc, nous, on a réfléchi un peu à comment nous, on appréhendait le monde médiatique. Et en fonction de ce qu'on en a tiré, on s'est dit, ça serait bien qu'on puisse dispenser une formation, qu'on puisse donner des clés aux gens, qu'on puisse donner des éléments de compréhension. Je pense qu'on peut le faire dès l'école primaire, d'ailleurs. Je pense même que c'est nécessaire de le faire. Il y en a qui le font. Je sais qu'il y a un exemple, notamment à Taninges, en Haute-Savoie. Ça se fait dans les classes de primaire. Et voilà pour affronter ce qui arrive, parce que on sera dans le toujours plus de toute façon. Et qui dit toujours plus d'informations dira toujours plus de désinformation. Donc en fait c'est une prise de conscience qui s'est faite petit à petit, et en fait on a profité de créer ces structures pour se dire il faut qu'on en fasse quelque chose de plus grand encore. Pas que ce soit juste la structure qui chapeaute le journal, mais qu'on puisse élargir au maximum. On a d'autres choses, on fait aussi de la vulgarisation du droit. D'où l'émission de Laura un jeudi sur deux sur cette même antenne, de vulgarisation du droit, essayer aussi de repérer les raccourcis qu'on a tendance à faire sur le droit, etc. Et enfin, la dernière chose, Candice en a parlé tout à l'heure, c'est la citoyenneté. Alors la citoyenneté au sens large, on se rend compte que à travers nos reportages, que les gens sont de moins en moins informés, ou est-ce qu'ils s'informent moins aussi sur où ils vivent, les structures politiques qui les entourent. À quoi sert une mairie ? Que fait votre mairie ? Alors en plus, c'est des éléments qui changent. La mairie a de moins en moins de compétences qui sont prises par les agglos. À quoi sert l'agglomération ? Qui sont les élus qui composent une agglomération ? À quoi sert un département ? En fait, à chaque élection, on en profite pour faire un petit tour d'horizon, pour essayer de voir si les gens savent un peu pourquoi ils vont voter. En fait, souvent ils le savent pas. Oui. Voilà. Donc d'ailleurs, souvent ils vont pas voter. Ouais, oui, on l'a vu. En fait, par facilité, de toute façon, c'est des gens qui sont déconnectés, qui sont éloignés de nous, donc on veut pas en entendre parler. Après, généralement, on va voter pour son maire et pour le président de la République. Voilà. C'est le reste, ça passe à l'as, et j'ai très très peur pour dimanche. Et du coup, avec Laura, comment vous faites, vous ? Est-ce que vous avez des sites spécifiques pour aller chercher l'info, en tout cas vérifier la véracité des infos que vous recevez ? Nous, on fait déjà un travail de vérification journalistique, c'est-à-dire que si on a une information, je sais pas, il faudrait que je cite un exemple un peu bébête, mais des faux vaccins qui circulent sur Chambéry, par exemple. Oui. Allez, hop, faux vaccins qui circulent sur Chambéry. J'entends parler de ça. Ou je vois passer un lien sur Facebook, parce que généralement c'est sur Facebook qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Et comme Facebook, ça reste un réseau social, on va dire ça, à partir de 35 ans, sans dire trop de bêtises, mais on va dire que ça va de 35 à 70 ans, Facebook. C'est cette tranche d'âge qui diffuse le plus de désinformation. On en parlait quand on dit ça. Oui, on est vieux. 42 ans, c'est pas mal. Non, mais c'est juste de dire, autant justement. arrêter de dire que c'est les jeunes qui font de la merde sur les réseaux sociaux. Statistiquement, c'est à partir de 50 ans. Voilà. Au bim. Voilà, au moins c'est clair. C'est absolument pas les jeunes qui diffusent de la fausse information, puisque les jeunes ont même tendance à se détourner de l'information en général. En fait, ils reçoivent l'information, mais ils n'en font pas grand-chose. Le danger, c'est de réagir à l'information. Donc les jeunes réagissent assez peu à l'information, et l'autre danger, c'est de le partager. C'est ça. Voilà. Donc si on a une fausse information qui est partagée, il y a de grandes chances que ce soit une personne. On va synthétiser. Je suis désolé pour elle, mais ce sera la ménagère de 50 ans. Pauvre, c'est vraiment. C'est toujours elle qui prend. Ça fait des années celle-là. Elle ne fait pas que regarder Drucker et Derrick. Elle peut aussi. Moi, faire mon père, il est concerné, hein. Donc 50 ans et commercial. Le ménager de 50 ans aussi, ça marche aussi dans les deux sens. Voilà. Donc, si je reprends mon exemple. Oui, donc l'enquête journalistique. Si je reprends mon exemple de faux vaccins ont circulé sur Chambéry.
Déjà, je vais commencer par aller voir les sites de médias locaux. Hein, il y en a quand même suffisamment. Hein. On peut citer les médias classiques, le Dauphiné, l'Essor Savoyard, etc. On peut aller voir jusqu'aux radios. Hein. On peut aller sur France Bleu, on peut aller sur France 3, la 8 Mont Blanc. Et si on trouve rien, tout simplement, moi, je vais taper les mots-clés. Hein, oui. Je vais taper faux, vaccin, Chambéry. Puis je vais voir ce qui sort. Et puis je vais me rendre compte qu'il n'y a rien qui sort. Après, je vais essayer d'élargir la recherche, voir si dans les réseaux sociaux, c'est des mots-clés qui apparaissent ensemble. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien. Oui. Et donc, j'insiste pas. C'était une connerie. Voilà. Et des comme ça, il y en a. Hein. C'est rare. À notre niveau, au niveau local, c'est rare. Après, au niveau national, voire international, ça arrive souvent. On a notamment un grand champion en la matière, outre-Atlantique. Alors ça peut être une petite colle, hein, déjà de qui je parle. Allez. Trump. Il a un nom de canard, voilà. Tout à fait. Oui. Trump, c'est Donald évident. Trump. Ok. Alors en 4 ans de présidence, combien de fake news il a balancé? Allez, là comme ça. 1000. Plus que ça. 2000. En 4 ans. 4 ans. Attends. Sachant que Ça 1000... peut être 3 par jour. Oui, non, donc, mais 1000, ça fait déjà plusieurs par semaine. Enfin, c'est déjà confortable. Non, il en a balancé 30 537. Voilà. 30 537. Alors, j'ai le détail. En fait, il faisait que ça. Oui. Non, mais c'était un sport. Alors, il y en a 2500 approximativement sur le coronavirus. Donc, voilà. Il y en avait 7500 un peu plus sur la fiscalité, l'économie et l'emploi. Et il y en avait un peu plus de 3000 sur l'élection présidentielle de 2020. Alors, moi, je le suivais sur Twitter. C'était génial, en fait. C'était presque comme regarder Hanouna à la télé, quoi. C'est le meilleur moyen de se désinformer. Non, mais c'était fabuleux. C'était absolument gratuit ce que je viens de faire, mais c'était fabuleux à voir, quoi. Et il n'en démordait pas. Son grand truc, c'est que même face à une vérité objective, il accusait les journalistes de dire des mensonges. Donc faut toujours, en fait, la difficulté, c'est quand les fausses informations elles viennent d'en haut. Ah oui. Nous, on peut les traiter en bas, mais quand elles viennent d'en haut, là, ça devient plus pernicieux. On aura peut-être l'occasion de revenir sur les différentes formes de fake news, mais c'est vrai que la vérification de base, c'est essayer de voir quels autres médias vont en parler, ou éventuellement aller sur Twitter. Twitter, c'est le rendez-vous des journalistes, et voir s'il y a des journalistes qui rapportent l'information qu'on vient d'avoir. Si elle est relayée par personne, il y a un loup. Si on trouve aucun média qui en parle, il y a un loup. Donc, on va pas aller plus loin. Oui. Donc, on va revenir sur le sujet tout à l'heure après une petite pause musicale, le temps de boire un verre et de voir comment on continue l'émission. Donc, on vous retrouve tout à l'heure sur Radio Grand Lac 92.1. Merci. Une petite chanson. Jean-Pierre, s'il te plaît. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Donc, j'accueille aujourd'hui Candice, qui est une étudiante en double licence Histoire, Sciences Po, Droit et très impliquée dans bon nombre de sujets. Et Jérôme, qui est le cofondateur de l'association Mango Média, qui a pour mission de promouvoir l'éducation aux médias, qui est la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Donc, on en était sur les fake news, le relais des fake news et la difficulté de voir comment ces informations sont traitées, relayées et du coup transmises au peuple de façon brute et qu'ils ne sont pas en capacité de gérer. On reviendra après sur la partie émotionnelle. Donc, Candice, tu parlais de quelque chose qui t'avait marqué sur Facebook. Ouais. Je trouve que c'est important de rebondir dessus parce que on parlait de génération justement et de fracture générationnelle par rapport au réseau ou tout ce qui est médias, numérique et compagnie. Et moi je le vois dans mon entourage parce que j'ai des membres de ma famille justement de votre génération et qui ont vraiment du mal à gérer les réseaux et notamment Facebook. Nous on est nés avec les réseaux donc je pense qu'on a dû les appréhender sur le tas et du coup c'est devenu naturel et instinctif, alors que par exemple, je prends le cas de mes parents,
ils ont dû apprendre sur le tas. Et encore, ma mère n'utilise aucun réseau, par exemple, alors que mon père s'est un peu mis sur Facebook. Et on voit vraiment qu'il y a une dimension un peu facile, ou je dirais naïve, entre guillemets, de Facebook, où par exemple, on relaie énormément de fake news, et on voit pas le danger. Par exemple, je prends l'exemple de mon papa. Mon papa, il suit énormément Facebook, et il a toujours... il nous dit toujours, j'ai vu ça. Et nous, on est là, on voit l'info et on voit que c'est pas une info qui est, entre guillemets, clean. Mais il est tellement imprégné dans la chose parce qu'il est conditionné par les publications qu'il reçoit, les gens qui alimentent, les réactions, qu'en fait, il se rend pas forcément compte qu'il y a un recul à avoir vis-à-vis de ça. Et quand on lui explique, il nous dit, mais j'ai le recul, mais il continue d'alimenter tout ça. Et je pense que c'est important de rebondir là-dessus parce que ça fait écho justement au fait que on n'est pas tous... je dirais, calés sur le sujet, ou en tout cas aptes à pouvoir utiliser les réseaux de manière réfléchie et reculée, parce que c'est important d'avoir un recul justement sur les réseaux. Et justement, par rapport à Facebook, ce qui est super important, je trouve, justement, d'en parler, parce que c'est justement ces générations-là, c'est que en 2018, il y a eu le scandale Cambridge Analytica. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, c'est la société britannique, une société britannique qui était une société de conseil en gestion autre que les affaires financières, et qui est notamment dans l'analyse de données, et qui a fait scandale en 2018 parce qu'elle aurait divulgué les informations personnelles sur Facebook de 87 millions d'utilisateurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc du coup l'entreprise, il y a eu un gros scandale vis-à-vis de ça, mais surtout les informations personnelles qui ont été dévoilées, elles ont servi pour faire une forme de conditionnement pour le Brexit et l'élection présidentielle de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on injectait dans les profils de ces utilisateurs qu'on jugeait des utilisateurs volatiles parce qu'ils ne savaient pas pour qui ils allaient voter, qu'on leur injectait par exemple des publications de Trump, parce que Trump payait ce cabinet justement pour gérer ses affaires, ses analyses de données. Et en fait, on injectait des publications qui étaient des fake news notamment pour conditionner quelque part le fil d'actualité de ces utilisateurs mais volatiles. Il a dit que c'était pas vrai, lui. Oui, hein. oui. Il a crié à la fake news. Ouais. Le roi de la fake news en plus. Mais et il a injecté tout ça, ce qui a conditionné aussi quelque part le vote de certains citoyens, et du coup qui aurait pu en vérité peut-être remettre en question l'élection. Et du coup, je trouve que c'est super important de se rendre compte que Facebook, c'est un réseau qui est très accessible, qui est très sympa entre guillemets, parce que ça permet justement d'échanger, de partager, etc. Mais il y a quand même une grosse limite et un recul à avoir justement sur ce qui est diffusé sur ce réseau, parce que c'est relativement, il y a vraiment un recul à avoir parce que c'est vraiment des informations qui sont pas toujours vraies. Et tout à l'heure, Jérôme le disait notamment que il faut justement faire un vrai travail de recherche pour voir si ce qu'on dit est vrai, parce que des fois, il y a vraiment des informations qui sont vraiment, quand on a l'habitude, on se rend compte que c'est pas, mais quand on est baigné dedans, c'est très difficile de s'en rendre compte. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une forme d'éducation, et même à 40 ans, de se dire vas-y, j'ai pas l'habitude, mais ok, vas-y, il faut que je le fasse. Grosso modo, c'est une autoroute en fait. C'est la Facebook en fait. On arrive aujourd'hui, si on rentre dans Facebook, et c'est valable pour à peu près tous les réseaux sociaux, c'est comme si on arrivait sur une autoroute lors d'un pic de trafic. Voilà. Oui. Quand je suis entré dans Facebook, c'était en 2007 ou 2008, j'étais jeune quoi. Et en fait, il y avait pas d'informations. Il y avait que des photos. Oui. Il y avait des tests à la con pour savoir quels sont tes 5 films préférés, tes 5 couleurs préférées. Ou avec qui tu vas te marier la semaine prochaine. C'était des petits jeux, et c'était de la discussion avec des gens que tu redécouvrais. Il y avait absolument pas d'informations. La personne qui rentre aujourd'hui dans Facebook, je la plains. Et en fait, il faut apprendre à conduire en plein trafic. Alors que nous, on a appris à conduire sur des routes vides. Et si on garde cette image en tête, on voit l'étendue du problème, et c'est valable pour tous les réseaux sociaux, c'est valable pour Twitter, c'est valable pour tout. J'avais fini. Tu peux revenir sur Twitter. Alors, je vais juste avant faire une parenthèse, parce que vous savez tous, et même si vous le savez pas, je vous le dis, qu'un de mes chevaux ou cheval de bataille, c'est les parents aussi, et l'éducation chacal aussi, et l'éducation nationale. C'est marrant, t'as dit chacal pile quand j'ai dit éducation nationale. Je sais pas s'il y a un signe là-dessus. On dit des chacos. Oui, comme des portos. Des portos pour le portail. Je connais pas.
Les Portos, non, ça me... Les Portos. Non. Donc concernant, je suis tout à fait d'accord avec toi et même je pense que c'est une bonne chose, même prioritaire, l'éducation des plus de 35 ans à la gestion des réseaux sociaux. D'une part parce que effectivement ils n'ont pas grandi avec, ils gèrent ça un peu de façon aléatoire, mais aussi parce que ils sont face à leurs jeunes et ils sont incapables de parler de ce sujet parce que ils ne le comprennent pas, ça n'a rien à voir. Alors moi, je veux juste alerter au niveau des parents, un cadre parental est fondamental parce que c'est toujours le parent qui pose ce cadre. Maintenant, on est en discuter avec le jeune puisque ils ont bien plus de connaissances et de maîtrise de ce sujet que nous. C'est de pouvoir en parler. Alors évidemment, tout le monde a peur du cyberharcèlement, du revenge porn, tout ça, tout le monde en a peur. Quoi qu'il en soit, c'est cette éducation et qui va créer une communication à la maison, qui va faire aussi que c'est important. Et la deuxième chose, donc ça c'est à l'école, éducation nationale, donc on espère que les choses vont évoluer. Des cours d'éducation aux médias, des cours de sexualité, vraiment, des vrais. Alors la citoyenneté, on va me dire oui, mais il y en a. Alors des vrais cours de citoyenneté et d'éducation morale et civique. Voilà, des cours de communication, des cours de gestion des émotions. Voilà, donc c'est un petit appel du pied, ouais, voilà, un petit appel du pied au ministère qui nous écoute, bien sûr, et voilà, je ne manquerai pas de monter à Paris lui dire de vive voix, histoire d'enfoncer le clou. Ouais, parce qu'on parle des générations entre guillemets plus âgées, mais les jeunes, c'est hyper important qu'ils soient encadrés. Enfin, moi, je le vois au collège. Ouais. Ils sont baignés par les réseaux sociaux dès 10 ans. Ils sont vraiment baignés là-dedans. Ils ne voient pas le mal. Et nombre d'histoires qu'on a justement par rapport justement au revenge porn, cyberharcèlement. Et c'est des trucs que même si on a des interventions ou tout ça, ça n'a pas de portée parce que c'est trop banalisé et pas assez sensibilisé justement. Donc, prochaine étape, Jérôme, les parents aussi et les adultes. Oui. Tous, en fait, tout le monde. Tout le monde. Mais tu vois, quand tu as commencé à parler de l'autoroute, j'ai pensé que c'était ça, en fait. Il y a une véritable autoroute sur l'éducation aux médias, parce que là... Oui, aussi, oui. Mais en fait, commencer avec les enfants, c'est simple, c'est leur montrer par des exemples très, très concrets qu'on peut trouver sur les réseaux, qu'on peut même trouver dans les médias. Tu peux nous en donner un, là, par exemple ? J'ai un exemple en tête, en fait, c'est assez rigolo. C'était une photo qui datait de juin 2016 au Stade Vélodrome à Marseille. On était en plein Euro 2016. L'Euro 2016 s'est passé en France. C'est le Portugal qui a gagné. Bref. Et en fait, c'était un match entre l'Angleterre et la Russie. Voilà. Et il y a eu des affrontements dans le stade. Et il y a eu des photos de ces affrontements dans l'enceinte. Entre supporters russes et anglais. On sait que, bien aidé par la chaleur écrasante et la bière, voilà, il se passe des choses comme ça. Et sur une photo, il y avait ce supporter, ce personnage, qui était en slip, avec une pelle à la main, et qui allait frapper, en fait, dans le tas. Quelle horreur. Et franchement, il fallait le voir pour le croire. La photo, elle a circulé beaucoup. Et je me souviens que sur RTL, je crois que c'était Olivier Mazerolle à l'époque qui devait présenter la matinale. Et il recevait Stéphane Le Foll, donc ministre du gouvernement. Je ne sais même plus qui était Premier ministre à l'époque. Tiens, Cazeneuve peut-être. Jean-Pierre. On s'en fout. Et donc le journaliste montre la photo à Stéphane Le Foll. Et là, il fait les gros yeux. Waouh. Ah ouais, non mais comment on a fait pour laisser un mec entrer avec une pelle de 2 mètres, hein. C'est ça. Et ce mec, en fait, en slip, avait au départ tenté de frapper des militants de la Ligue de protection des oiseaux, dont Alain Bougrain-Dubourg, quelques mois auparavant, dans une affaire qui n'avait absolument rien à voir. Je crois que ça se passait en Gironde, par là. Ça n'avait absolument rien à voir. Et en fait, ce personnage est devenu un mème. Il a été repris sous plein de formes. Moi, j'ai plein de photos avec lui. Et en fait, il était sorti parce que, je crois qu'il devait avoir un élevage ou quelque chose comme ça. Et en fait, il était sorti de la maison avec sa pelle. Et du coup, son personnage, en fait, a été incrusté dans plein d'autres photos. Et le problème, c'est il a été incrusté dans cette photo-là, qui a été reprise par un média national, qui a été présentée face à un ministre. Le ministre a été choqué par cette photo.
c'était un montage. Et quand on regarde la photo, c'est clair, on voit très bien que c'est un montage. C'est terrible. Et ça a marché. Ouais. Ça, c'est con, ça a marché. Je me souviens, pendant le confinement, au moment où, au mois de mai, on commençait un peu à desserrer les taux, en mois de mai 2020, et qu'on disait, bon, les plages, on va les rouvrir petit à petit, les gens vont commencer à pouvoir revenir sur les plages. J'avais fait le test. J'avoue, c'était méchant. Mais j'avais fait le test et j'avais balancé sur Facebook une photo pour me plaindre, en fait. Une photo d'une plage asiatique, blindée de monde. Et j'avais mis ce commentaire, franchement, à peine ouvertes, les plages du Bourget sont déjà prises d'assaut, les gens ne réfléchissent vraiment pas. La moitié des commentaires étaient indignés par cette photo. C'est parce qu'à un moment, sur la photo, on voit clairement qu'on n'est pas au lac. Je veux dire, l'étendue d'eau qu'il y a sur la photo est déjà plus grande que le lac lui-même. Et en fait, il y a plein de gens qui sont tombés dans le panneau. Oui, bah oui. Et c'est dramatique. Et Comment on en fait, en arrive là ? C'est complètement irréfléchi. On réagit, on surréagit d'abord, on réagit sous le coup de l'émotion. Voilà, on y vient, un peu comme on réagit face à une rumeur. Oui. C'est-à-dire que c'est l'exaspération, c'est l'indignation, c'est la colère, c'est la haine, potentiellement, l'agressivité qui ressortent en premier. Ce qui fait que ça annihile la faculté de raisonnement, ça annihile la faculté justement de prendre de la hauteur et de prendre du recul par rapport à une photo. Le ministre, là, il avait vraiment l'air bête. On voit la vidéo, il a l'air bête sur cette photo parce qu'au début, il dit, mais il doit se dire dans sa tête, c'est quoi cette connerie ? Oui. Mais il se dit, mais si le journaliste d'RTL me la montre, cette photo, c'est qu'il doit y avoir du vrai. Eh ben non, c'est con. Ouais. Et en fait, cette photo, quand on la donne à étudier, et donc là, il y a une association sur Taninges, j'ai pas son nom malheureusement, mais qui est intervenue dans des classes d'école primaire, a montré cette photo, a projeté cette photo aux enfants. Et en fait, les enfants, ils voyaient très bien. Là, le pied, on voit que le pied, il est pas fini. Là, on voit que la pelle, elle dépasse, mais elle est masquée par, etc., etc. Donc, ils voyaient que c'était une incrustation. Et ça, c'est le genre de truc, c'est très facile à montrer. Oui. Quand sur les réseaux sociaux, on voit une photo avec plein de gens, des milliers de gens habillés en jaune, pour expliquer, regardez le mouvement des gilets jaunes, tout le monde dit qu'il est mort, regardez ce qui se passe dans telle ville, je sais pas, il devait citer Rennes ou Bordeaux ou peu importe. Et en fait, cette photo, c'était une photo de 2010 de la victoire de l'AS Montferrand. Alors, je sais pas si c'était pas Clermont en rugby, qui sont en jaune. Ils sont habillés en jaune. Et du coup, des milliers de personnes avaient défilé dans les rues de Clermont-Ferrand. Ils défilaient en jaune pour fêter la victoire, ouais. Le bouclier de Brennus en rugby. Et en fait, cette photo avait été utilisée par les supporters des Gilets jaunes pour montrer que le mouvement était encore vivace. C'est ça. Et évidemment, on tombe dedans. Oui. En fait, le monde est régi par les émotions. Et la plupart du temps, c'est pour ça aussi que je disais l'éducation aux émotions dès le plus jeune âge, c'est hyper important parce qu'à partir du moment où on est sous le coup d'une émotion, on ne réfléchit plus avec son cerveau. C'est ça, ça oblitère le raisonnement. Donc en fait, là, on devient, ça devient reptilien. En fait, on a des réactions qui sont complètement débiles et c'est un vrai problème, ça aussi. Comment, dans la formation que vous avez créée, justement, est-ce qu'il y a une partie sur les émotions ? Comment vous conduisez cette formation ? Quel temps elle dure ? Alors, il y a une partie sur... Combien elle coûte ? J'ai pas les tarifs, là. Faut aller sur c'est vrai, c'est Laura, ça qui gère. Non, c'est surtout sur le site internet, toi, du petit reporter. Oui, voilà. Je suis président bénévole. J'ai pas encore trouvé le moyen de taper dans la caisse. C'est ça. En fait, ça, c'est une partie qui est en construction, justement, sur intégrer tout ce qui relève un peu des biais cognitifs. Toutes les émotions qui interviennent quand on reçoit de plein fouet une information. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place avec une association qui s'appelle Place au possible. Ça pourrait, ouais, voilà, effectivement. N'est-ce pas ? Et puis avec tout le travail sur les neurosciences. Voilà, donc ça reste à construire. On va pas trop en dire non plus parce qu'il faut pas donner des idées. Non. Ça serait quand même dommage de donner de livrer toutes nos billes. S'il y a un truc, en fait, s'il y a une phrase qu'il faut retenir dans tout ça, la désinformation parle au cœur. Oui. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. Quand on voit une info qui nous choque, tout de suite, on a envie de réagir. Le rapport, en fait, il faut faire la comparaison avec la rumeur. La rumeur, généralement, les rumeurs qu'on propage, si on les propage, c'est qu'elles nous ont heurtés, c'est qu'elles nous ont choqués d'une façon ou d'une autre. C'est pas qu'elles nous rendent joyeux.
Alors, je sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, parce que c'est vrai que j'ai tendance à monopoliser la parole. Après, je connais des histoires belges, si vous voulez. Mais... Non, ça ira. On fera une petite pause musicale. D'accord. Bon, alors, je vais finir sur un truc. Oui. C'est en fait, en 1944, il y a une étude qui a été faite sur la rumeur. Alors, on va parler vraiment de rumeur. 1944, un certain Robert Knapp donc, entreprend la démarche de recenser le contenu de toutes les rumeurs existant dans la société américaine. Ouais, sacré boulot. Donc, il a demandé, en fait, à tous les lecteurs du Reader's Digest, je ne sais pas si je le prononce bien, donc il a invité tous ces lecteurs à lui faire parvenir toutes les rumeurs qu'ils avaient entendues, qu'ils avaient lues. Voilà. Et donc, ce fameux Robert Knapp en a reçu à peu près 1 millier. Et donc, il les a classées, ces rumeurs. Et ce qui en est ressorti, c'est que plus de 66% véhiculaient des contenus liés à l'agression et à la haine. Oui. Entre gens et entre groupes sociaux. 25% concernaient des informations qui véhiculent la peur et l'angoisse. Ça veut dire que 66 plus 25... 91. Ouais, merci, 91. 91% de ces rumeurs, 9 rumeurs sur 10, étaient agressives, violentes, angoissantes, généraient de l'anxiété. Est-ce que c'est la période qui voulait ça aussi ? 1944, c'est possible, mais c'est déjà un élément. Et en fait, la désinformation fonctionne de la même façon. La meilleure façon déjà de prendre un peu de hauteur, c'est ne partagez pas de la désinformation. Enfin, quand vous avez un doute, ne partagez pas. Après, il y a plein de façons de vérifier l'information, mais déjà, surtout, ne partagez pas. Après, nous, au Petit Reporter, on a une règle. Alors, celle-là, on la tire de Coluche. Je suis désolé pour les oreilles chastes, mais quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. C'est ça. C'est con, mais c'est vrai. Mais quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. Voilà. Moi, si je suis interrogé sur des sujets que je ne maîtrise pas, là, si on m'interroge sur l'Ukraine, je ne suis pas compétent. Oui. Donc, je ne vais pas réagir sur une information sur l'Ukraine, je ne suis pas compétent pour le faire. Et en fait, les réseaux sociaux, en fait, c'est un bar, en fait, c'est un troquet à ciel ouvert, 24 heures sur 24, avec le petit inconvénient qui fait que c'est écrit. Oui, c'est le nouveau PMU, en fait. C'est le PMU, mais le PMU, avant, quand il fermait ses portes, tout ce qui avait été déblatéré dedans, ça restait, voilà, ou alors ça s'envolait de seul sait où, et puis on rentrait à la Casbah avec 3 verres de blanc limé dans le cornet. Là, sur les réseaux sociaux, ça reste, c'est écrit, ce qui fait qu'on peut recevoir encore des réactions à des choses qui se sont passées il y a 10 ans. Moi, j'ai reçu encore un commentaire hier d'un truc que j'avais posté il y a 3 ans. Oui. Non, donc, c'est ça. Ça reste. Ça reste. Donc, ouais, prendre de la hauteur, c'est déjà, quand on sait pas, on touche pas, et puis on partage pas. C'est ça. Et puis après, voilà, il y a plein de petits trucs, peut-être qu'on aura le temps de venir là-dessus. Mais... On va revenir dessus tout à l'heure, après une nouvelle pause musicale avec In Excess, Suicide Blonde. Interprété par Jean-Pierre. Voilà. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Demeure historique et élégante, le Château Brachet vous propose un restaurant gastronomique avec des produits frais et une cuisine de saveur, ainsi qu'une terrasse extérieure, la broderie pour vos repas dans un cadre bucolique et fleuri. Vous pourrez profiter d'un parc de 6 hectares avec des équipements sportifs, tennis, paddle tennis et exécutif golf, d'un fumoir rustique à l'ambiance conquête de l'Ouest et d'un solarium pour une parenthèse reposante. Entre lac et montagne, les gastronomes ont rendez-vous au Château Brachet, 48 impasse des Couduriers à Grésy-sur-Aix, du jeudi midi au lundi soir. Réservation 04 58 62 01 07 ou sur châteaubrachet.com. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, votre radio. Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour pour les 10 dernières minutes. Ça passe super vite, à chaque fois, c'est tellement passionnant. Donc, pour ceux qui nous rejoignent sur les 10 dernières minutes sur Radio Grand Lac 92.1, nous voilà avec Candice et Jérôme pour finir sur l'éducation aux médias. Une question, alors, on va faire une dernière question et puis après on va finir sur des notes positives, parce que c'est important de finir avec des notes positives. On n'est pas là pour dramatiser, on n'est pas là pour dire mon Dieu, c'est horrible, c'est une catastrophe. Donc Jérôme, à quoi ça sert une fake news ? À leurrer. Oui, alors attends, je vais reposer ma question. Oui. À qui sert la fake news ? À qui sert le crime, tu vois ? Je peux comprendre les politiques, je peux comprendre la manipulation. Ça dépend d'où elle vient, parce que la fake news, ça peut être simplement une erreur d'un journaliste. Dans ce cas-là, elle sert à personne. Oh. La fake news n'a pas forcément une visée.
c'est ça qui est problématique, c'est que si on fait, on discutait hors antenne du fameux CHU de Nantes, l'appel au don du sang du CHU de Nantes. Ça fait à peu près 10 ans que cet appel circule inlassablement sur Facebook, uniquement sur Facebook. Et en fait, c'est un faux appel. Le CHU de Nantes n'a jamais fait d'appel au don du sang, un appel d'urgence. Et à ma connaissance, cet appel n'a jamais servi à quoi que ce soit, n'a jamais généré une arnaque. On n'a jamais demandé à des gens de cliquer ou de passer un coup de fil à tel numéro de téléphone et de hameçonner, de harponner. Oui. Donc, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Et puis, ça peut être une erreur de journaliste. J'ai des exemples en tête. Alors bon, après, on va pas. Enfin voilà, des choses qui ont été annoncées un peu trop rapidement par des journalistes. Des nécrologies, par exemple. Voilà. C'est vrai que des fois, il y a des nécros qui partent. La personne, la personne, elle se porte très, très bien dans l'ensemble. Oups. Et parce que ça, c'est un truc. Les nécros sont prêtes à l'avance. Oui, on se doute bien. Voilà, donc. Si vous êtes malade ou si vous êtes connu malade et que vous êtes assez âgé, sachez que votre nécro est d'ores et déjà écrite. Et ça sert pas forcément. Après, il y a pas que la fake news. Ça aussi, c'est l'inconvénient de la chose, c'est qu'on a tendance à réduire l'éducation aux médias à la fake news, mais en fait, il y a d'autres formes de désinformation, on va dire. Parce que, par exemple, la propagande. Le terme de propagande, c'est qu'on peut appeler communication, parce que c'est un terme un peu old school maintenant, mais c'est une façon de désinformer. Les promesses politiques, bon, voilà, on sait très bien que je vais arrêter la faim dans le monde. Oh non, j'ai raté. Le sida, c'est pas bien, on va tout faire pour lutter contre ça. Oui, on a bien compris. Voilà, c'est le langage politique, c'est vraiment l'exemple numéro 1 de propagande. On a, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais citer ? On a les post-vérités, on a la désinformation. Le langage politique, d'ailleurs, c'est un truc. Nous, on va faire un onglet aussi là-dessus dans nos formations, parce que le langage politique, il est intéressant parce que souvent, il part de vérité, mais la vérité est réorientée. Elle est ailleurs. Voilà, aussi. Mais ça renvoie à 25 ans en arrière. C'était le bon temps. T'étais pas né. Sûrement. C'était le bon temps. C'était une série sympa. Frontières du réel, X-Files. Non. Okay. Loupé. Oh la vache. Dur. Coup dur. Ah ouais, dur. Là, c'est sale. Dur. Mais voilà, quand un politique. Alors, j'ai 2 exemples en tête. Il y avait Éric Ciotti, Jordan Bardella, donc LR, RN, à l'issue du premier tour de la présidentielle. Donc, c'était il y a 1 mois et demi. Et tous les deux, sur des médias différents, disent 73% des gens au premier tour n'ont pas voté Macron. Ok. Ça veut dire qu'il y a les 3 quarts des Français qui ont rejeté Macron. Non. Ils partent d'une information qui est vraie, fondamentalement qui est vraie. Effectivement, 73% des gens n'ont pas voté pour Macron. Voilà, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont rejeté. En plus, Macron, entre 2017 et 2022, a gagné des voix. 1,8 million, ce qui est quand même assez confortable. Et puis, ça veut dire qu'ils sont encore plus nombreux à avoir rejeté Marine Le Pen, si on va dans leur raisonnement, et ils sont carrément très nombreux à avoir rejeté Madame Pécresse. Mais voilà, les faits sont avérés, mais par contre, leur utilisation a été légèrement détournée pour faire passer un message politique. Évidemment. Et ça, c'est super dangereux parce qu'en ce moment, on est en pleine campagne, il y en a tous les jours. Bien sûr. Et les gens rentrent dedans. Et comme si on s'adresse à eux, si on sait comment s'adresser à eux, c'est le principe de la politique, donc c'est le principe de la propagande, et ça fonctionne. Et donc on continue ça. Et nous, on aimerait, avec Mango Media, on aimerait justement que les gens fassent très attention aux éléments de langage, au langage politique, et donc on va aussi spécifiquement travailler là-dessus. Ça va les aider à aller voter, ça c'est sûr. Ça va encore plus les dégoûter quand ils vont se rendre encore mieux compte de comment ils se sont fait manipuler. Oui, mais le meilleur moyen de contrer ça reste le vote. Oui. Candice, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais au collège, toi, tous les jours, auprès des jeunes et tout le temps, auprès de tes amis et partout où tu vas? Oui, alors du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en service civique dans un collège et j'ai une mission d'éducation à la citoyenneté, donc ça passe par l'écologie, le harcèlement, les discriminations, mais aussi justement la relation aux médias, parce que justement, c'est des publics qui sont relativement jeunes et on parlait tout à l'heure d'encadrement.
Et justement, c'est eux qui sont aussi particulièrement touchés parce qu'ils ont accès au réseau très 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 jeunes et ils savent pas forcément les manipuler. Les parents ne sont pas forcément toujours derrière ou ne voient pas forcément le danger non plus, ou alors le voient trop. Oui. Enfin, c'est toute une balance à organiser. Et du coup, on a beaucoup d'histoires justement au collège par rapport à ça, parce que des enfants qui, par exemple, n'ont pas de téléphone, sont un peu discriminés, isolés, ce qui est quand même dramatique d'en arriver là pour un téléphone. Mais d'un autre côté, c'est aussi un facteur qui est super difficile à aménager, parce que t'as un téléphone, tu sais t'en servir, tu fais partie du groupe, mais t'en as pas, t'es isolé. Enfin, c'est un facteur aussi de discrimination. Donc je pense que c'est aussi une balance à avoir, parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, je sais pas, c'est un questionnement, mais il faudrait, si tous en ont, c'est peut-être pas la bonne solution, mais au moins pour à cet âge-là, vu que c'est un âge de construction, peut-être en avoir un, mais le limiter ou l'encadrer, enfin avoir une notion d'encadrement. Écoutez bien les parents. J'aimerais m'adresser à la mère de famille, par contre. Écoutez bien les parents. La discrimination à l'école a toujours existé. Oui. Avant, c'était les marques de vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, en fait? En fait, maintenant, c'est encore plus. C'est encore les marques de vêtements. Ça s'étend encore plus. Donc, en fait, il n'y a jamais eu véritablement de prise de conscience que la discrimination existait à l'école. Non. Voilà. Mais on a plein de parents. Là, je prends le cas d'une petite qui est en 5e, qui a des gros problèmes en ce moment. Elle se sent vraiment pas très bien au collège et elle se sent vraiment pas acceptée. Ça va pas bien avec son groupe de copines. Et en fait, elle se sent isolée parce que justement, toutes ses copines ont des téléphones, s'organisent pour faire des choses le week-end, se voir après les cours, faire ci, faire là. Et en fait, elle est complètement isolée de tout ça, parce que les copines, elles en ont un peu marre de dire faut que j'envoie un message à son père ou ci ou là. Donc par facilité, on l'oublie un peu, la gamine, sauf que la gamine, elle souffre de la situation. Et du coup, moi j'ai eu son papa au téléphone et ils étaient absolument contre le téléphone jusqu'à la seconde. Et en fait, quand on en a discuté un peu, il s'est dit peut-être qu'on est peut-être un petit peu trop extrême sur la situation. Et je lui ai dit mais en fait, c'est un encadrement à avoir, c'est une balance. C'est ça. Parce qu'en fait, tu peux avoir l'objet, entre guillemets, du vice, si on veut, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu ça. Mais il y a aussi un encadrement à avoir. Je veux dire, par exemple, il y en a qui n'ont pas de réseau. Je connais des gamins qui ont leur téléphone, mais ils ont droit qu'à tel réseau, ou telle heure, ou voilà. Après, il y a 1 heure de Wi-Fi par jour. Exactement. Il y a tout plein de mécanismes qui sont possibles de mettre en place, mais après, faut-il encore vouloir le faire et prendre le temps de le faire? Parce que ça demande quand même aussi, pareil, un investissement. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et si en plus on doit rajouter, c'est aussi une volonté, quoi. Et tenir sur le long terme. Ouais, exactement. C'est un contrat. Et les parents, faut qu'ils tiennent. Exactement. Et après, à contrario, t'as les gamins qui sont complètement laissés au dépourvu et complètement abandonnés face à ça, parce que par exemple il y a aussi la thématique des jeux vidéo. Au collège, là on a énormément d'enfants qui passent leur soirée sur les réseaux et les jeux vidéo, et qui en fait ont une perte totale de concentration, même de calme, enfin déjà ils manquent de sommeil. Voilà, de comportement, concentration. Et du coup c'est des gamins qui finalement vont avoir des comportements hyperactifs ou pas appropriés, qui vont être punis par rapport à ça. Alors qu'en fait c'est un encadrement que malheureusement nous on ne peut pas faire à ce moment-là, mais qui en fait est un encadrement qui se fait par l'éducation des parents. Et donc c'est pour ça il y a un rôle hyper important, je trouve, des parents, à la fois dans leur propre appréhension des réseaux sociaux, mais aussi dans l'appréhension des réseaux sociaux des enfants, de leurs enfants. Parce que c'est hyper important. Il y a plein de gamins qui se retrouvent là, il y a des gamines qui sont en 6e qui s'envoient des insultes, s'insultent sur les réseaux. Et en fait, il y a toute la thématique aussi du cyberharcèlement qui est hyper importante, parce que il y a le harcèlement à l'école qui joue énormément, mais en fait, on a tout ce qu'il y a à côté. En fait, ça s'arrête jamais. Mais oui, le harcèlement, entre guillemets, classique, il se fait de 8h à 16h30. C'est déjà dramatique. Mais celui qui est cyberharcèlement, il est de 8h à tout le temps. En fait. Et constamment. 24. Et donc, du coup, c'est encore une pression en plus de te dire tu rentres chez toi et tu vas encore subir ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un encadrement. Là, on a fait des interventions avec des associations, mais c'est des choses qui sont, je trouve qu'en tout cas, les interventions sont pas assez pertinentes, si on peut dire. Les interventions sont bien parce qu'elles sensibilisent, mais elles n'ont pas vraiment un rôle de... Je sais pas comment dire, mais elles choquent pas assez et elles prennent pas assez le problème en main. En fait, on en parle parce qu'on sait que c'est un problème et donc il faut le faire, mais pas vraiment avec une prise de conscience qu'il faut vraiment agir. C'est ça. Donc en fait, c'est sur ça qu'on va terminer, c'est que effectivement, il n'y a pas assez de choses marquantes. Donc c'est pour ça que Place au possible est là, et pour les parents, pour faire cette éducation et cet accompagnement, parce que à c'est poser pas évident. un cadre, parce que c'est pas évident. Et Mango Média, évidemment, pour faire des choses, là je leur fais confiance pour être percutant, pour pouvoir intervenir le plus possible. C'est les exemples qui sont percutants. Voilà. C'est l'avantage. Nous, on n'a même pas besoin de l'être. Mais au moins ça parle. Et vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir mener cette mission qui nous tient à cœur, qui est importante, qui est d'utilité publique et qui vraiment pourra
aider pas mal de choses. C'est un outil hyper important. Voilà. On s'en sert constamment. C'est à la base quelque chose de relativement positif. C'est vraiment une innovation géniale. Enfin, à l'heure actuelle, ça sert énormément. Mais après, comme tout, il faut savoir la réguler, l'encadrer. Et c'est le gros travail qu'il y a à faire à l'heure actuelle parce que c'est vraiment un outil exceptionnel. C'est ça. Et donc, on va juste vous dire, pour ne pas parler en négatif, puisque le cerveau ne prend pas la négation, avant de partager une information, s'il vous plaît, réfléchissez, prenez du recul, prenez de la hauteur. Alors, parler en positif, c'est toujours un peu plus long, mais en tout cas, le message, il est là. Merci à tous. Merci Candice. Demander de l'aide. Et demander de l'aide, oui, parce que c'est l'aide. pas simple. Merci Candice. Avec Alors, plaisir. toi, on te retrouve dans 15 jours sur la prochaine émission sur l'éducation sexuelle. Et Jérôme, merci je beaucoup serai d'être pas là, moi, venu. Ça serait pas là pour faire Doc et Tifoul. Merci Jean-Pierre pour nous avoir accueillis encore aujourd'hui. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. Merci à vous. À bientôt, à dans 2 semaines. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.